c'est qu'on découvre ces femmes et on découvre le pouvoir des femmes chez les Indiens. Alors qu'on pouvait s'attendre à ce qu'on ait un peu plus guerrier, c'est fait que ce soit les hommes qui dominent. Mais on s'aperçoit qu'un petit peu en sous-main, ce sont les femmes qui mènent un petit peu la barque. Oui, oui, tout à fait. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant que j'ai trouvé pendant mes recherches aussi, que les femmes, comme dans notre société, il n'était pas permis de participer dans les conseils avec les chefs. Parce que comme dans notre société en général, on a les chefs, c'est jamais les gens qui envoient les jeunes à la guerre qui meurent. C'est les jeunes qui l'envoient. Et en général, c'est les vieux hommes, les vieils hommes qui envoient les politiciens, qui envoient les jeunes à mourir dans les batailles, dans les guerres. Et donc, à mon avis, la raison que les femmes n'étaient pas acceptées par les chefs dans les conseils, n'étaient pas permis, étaient interdits de participer dans les conseils, c'était parce que la plupart des femmes sont plus sensibles. Je connais pas beaucoup des mères qui vraiment a tellement envie d'envoyer leurs enfants à la guerre. Ça, c'est pas vrai en général. Et donc, pour ça, les chefs savaient très bien si ils ont une voix dans le conseil que ça va causer des problèmes. Ça, c'est les tribus. Ça, c'est les sociétés, il faut dire. Ça, c'est les Amérindiens dans les grands espaces, les grandes plaines, étaient c'était les sociétés, les cultures des guerriers. Les jeunes hommes sont élevés à la naissance de devenir de guerriers. Mais les femmes, c'est vrai que les femmes dans le tipi, par exemple, ils ont eu tout le pouvoir. Ils ont eu beaucoup d'influence. Pas que dans le tipi, pas pour les troupes, seulement pour les troupes domestiques, mais pour les décisions de la chasse, de la guerre et tout. Ils ont eu beaucoup d'influence dans la société, beaucoup plus que les femmes. Et en fait, Prutineuse était permis dans le conseil parce qu'elle s'est prouvée comme une guerrière. Et donc, c'était très rare pour elle, elle était un chef, hein, elle était considérée d'être une chef guerrière, qui était très rare dans la société. Oui, d'ailleurs, si vous permettez, un des conseils que donne une des sœurs, hein, quand elle accueille les nouvelles arrivées, elle dit, elle parle des hommes, ils aimeraient bien croire qu'ils tirent les ficelles, mais pas du tout, vous le comprendrez vous-même, c'est les femmes qui ont le dernier mot. Les maris demandent leur avis pour tout, la famille, la tribu, elles ont le droit de ne pas être d'accord. Elles discutent, elles les convainquent ou pas, elles les entitillent s'il est faux, et à la fin, elles mettent le haut là. C'est elles qui ont le pouvoir, n'oubliez pas ça non plus. Voilà, donc je crois que les choses sont claires, c'est bien défini. Est-ce que c'est quelque chose qui est réparti, c'est-à-dire qui est défini, c'est aux hommes le pouvoir de la guerre et aux femmes finalement d'essayer de conserver une certaine paix? Je ne sais pas si, en fait, je ne sais pas si les femmes, parce que, comme j'ai dit, c'est toute la culture qui était des guerriers. On ne pouvait pas être on avait l'idée, d'abord, il y a deux clichés au sujet des Indiens. On a l'Amérindien des films de John Ford, par exemple, qui est le méchant, sauvage. Et on a à l'autre côté le sauvage noble, qui est que de spiritualité. Ils ont vécu paisiblement dans les grands espaces, les tribus amies. C'était pas du tout vrai. Hein. C'était des cultures guerrières. Et donc, je peux pas dire que les mères, on n'a pas eu l'opportunité d'être. Si on n'a pas fait la guerre, on est exterminé. Même avant les Blancs sont arrivés. Mais moins que ça, c'est pas, non, les Blancs,
pas exterminés comme ça, parce que c'est vrai qu'ils ont eu les batailles, mais souvent les gens n'étaient pas tués dans les batailles. Souvent c'était juste pour voler des chevaux, ou quelque chose d'autre. Et ils ont fait ce truc, les guerriers je ne sais pas comment c'est traduit, je ne me souviens plus comment c'est traduit dans l'édition française. On dit counting coup, ça veut dire on touche avec un bâton, on touche le guerrier. Et ça c'est si on fait ça c'est si courageux que de le tuer. En fait, souvent, c'était juste de toucher l'un et l'autre. Et donc, c'était rare qu'ils n'ont pas exterminé les autres, mais ils ont fait des esclaves des autres, des femmes des autres tribus. Ils ont volé, ils ont kidnappé les enfants des tribus différentes. Donc, c'était une culture violente, il faut dire. On scalpait aussi beaucoup à l'époque. Hein. Oui, c'était bien, c'était fait souvent. Alors, une autre chose aussi dans ce livre, vous avez choisi d'explorer le thème de la vengeance. La vengeance, vous m'entendez, ça va? Voilà, c'est bien comme ça. Ça force de toucher le micro. Vous avez choisi d'explorer justement le thème de la vengeance des mères, et ça va très loin parce que les deux sœurs jumelles, les deux rousses disent « La soif de vengeance se réveille, une soif insatiable, le besoin de verser le sang, de châtier les soldats. » Ça va très vite puisqu'elles leur coupent même leur attribut sexuel. Donc c'est vraiment une vengeance qui est poussée au maximum. Pourquoi avoir justement introduit ce thème de vengeance chez les femmes? Alors, c'est parce que ça, c'est mes personnages principaux dans le roman d'abord, et ces femmes blanches qui sont déjà, ou comme j'ai dit, ils ont vécu cette tragédie, cette massacre, ils ont perdu leurs amis, ils ont perdu leurs enfants, ils sont en colère, ils sont amers, ils sont contre l'ennemi, contre les soldats, et elles ont envie de tuer les soldats, d'avoir la vengeance. Et c'est un peu, je le trouve, c'est un peu normal. Et aussi, ces femmes, ils sont, après un an avec les Cheyennes, je parle des jumelles de Nagui Suzy, parce que c'est eux qui veulent vraiment, comme vous avez expliqué, ils sont eux qui sont vraiment, elles veulent la vengeance contre l'ennemi. Et donc, mais après avoir vécu cette expérience et après avoir vécu avec les Cheyennes pendant tout un an, et de voir comment c'est passé avec l'ennemi, ils ont devenu plus Cheyennes que les Cheyennes, et ils ont été acceptés comme les Cheyennes en fait. Et donc, c'était... et aussi, Maggie et Suzy sont des personnages un peu particuliers. De toute façon, ils étaient toujours un peu vulgaires, un peu différents que des autres femmes dans le groupe. Je le trouve, moi j'ai essayé d'imaginer si j'étais une mère, j'étais là pour cette massacre, j'ai perdu mes enfants, comment on réagit, hein? Et peut-être je le base sur mon ego comme homme, mais je crois que les femmes, et ça j'ai lu aussi pendant mes recherches, si une autre tribu, je crois que c'est mentionné dans le roman en fait, si une autre tribu a attaqué les Cheyennes, le village, ont tué un jeune homme peut-être de Cheyenne, c'était les mères qui ont encouragé les autres guerriers d'aller prendre la vengeance. Parce qu'ils pensaient que la vengeance allait va amener la paix, le soulager.
Mais en fait, il faut lire le roman. Ah ben, je pense que c'est... Oh. Ah. Je pense que c'est un bon conseil. Parmi ce monde de violence, vous avez introduit un pacifiste, un médiateur. Donc, alors c'est un personnage qui est un petit peu en retrait, mais qui finalement a son importance, s'appelle Christian Goldman, ça ne manque pas. Alors lui, il était du côté de l'armée, il a donc déserté, il est prêtre, il est pacifiste et il est objecteur de conscience, et lui, son credo, c'est le cas de le dire, ce n'est pas parce que l'on vit dans un monde violent que la violence est une bonne chose, la violence engendre la violence. Ces petites touches que vous avez introduites, c'est pour un petit peu atténuer justement cette violence.